to Jamaica, we were born, man. Where the green bananas grow, and the river run the flow. Take me back to Jamaica, we were born. Take me back to the island in the sun. Take me back to the sunny land of fun, where we all can sit and dine, and have fun in the sunny, sunny land of mine. Take me back to Jamaica, where I were born. Ça le fait pas mal. Il n'était pas trop envoyé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve sous la barre des 1000 mètres d'altitude, à quelques encablures du Salève, pour parler des zones humides sur le plateau des Bornes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tout de suite, c'est l'heure de la news. On part plein nord pour cette news qui nous emmène cette semaine dans la petite commune de Flatanger en Norvège. Sur l'une des falaises les plus dures du monde, l'Autrichien Jacob Schubert et son collègue slovène Domen Skofik nous ont gratifié d'une journée forte en crux, car en l'espace de quelques heures à peine, ces deux mutants ont rentré la première répétition de Kangaroo Slim, côté 9 à plus après son ouverture par un certain Adam Andra, ici même à l'image, et rentré Thor's Hammer, un autre 9 à plus de 60 mètres. Pour finir, Jacob a réalisé Nerdic Flower, a vu un 8C plus que son collègue a flashé juste après. Une très belle perf pour ces deux hommes qui n'ont pas dit leur dernier mot cet été. Nous sommes toujours au cœur des zones humides du plateau des Bornes, comme ici sur la commune de La Chapelle-Rambaud. Et tout de suite, je vous propose un dossier qui cette semaine est consacré aux zones humides d'altitude sur la commune des Contamines-Montois. Et on se retrouve tout de suite après. À 1600 mètres d'altitude, enclavées dans la forêt, les tourbières de la Rosière forment un ensemble remarquable de biodiversité. Pour préserver cette richesse patrimoniale et empêcher les arbres de fermer cet écosystème fragile, des coupes de bois sont pratiquées afin de limiter la progression des réseaux racinaires. Sur cet espace de 10 hectares, le cheval est mis à contribution pour limiter les atteintes au milieu. Les tourbières qu'on trouve ici en montagne, nous, sont des tourbières d'origine glaciaire, avec le retrait des glaces. Dans ces dépressions, petit à petit, les lacs se sont comblés de végétation jusqu'à amener ces tourbières. Les tourbières sont des zones humides, vraiment à part entière, et donc sont également, quelque part, participent un peu au maintien d'un réservoir d'eau et à la régulation de l'eau sur ces terrains de montagne. Nous enlevons des arbres les plus dynamiques, contrairement à ce qu'on fait habituellement, pour garder l'ouverture. Et par contre, les arbres qui sont les plus chétifs, pour certains d'entre eux qui ont plus de 200 ans, plus de 300 ans, ces arbres très chétifs, on les garde parce qu'ils sont inféodés à ce milieu-là. Résultat de l'érosion glaciaire, ces hauts marais se sont formés grâce à l'action des sphègnes. Tandis que la partie supérieure de la mousse se développe, la partie inférieure se transforme lentement en tourbe pour former une couche épaisse qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique et agit comme une éponge. Dans ce milieu si spécifique, de nombreux habitats d'intérêt européen ont colonisé la zone humide. C'est un trésor de biodiversité, la tourbière. Donc une fois qu'elle est refermée, on perd cette biodiversité. Donc, là est l'important, les gens peuvent se demander pourquoi on fait ce travail qui semble a priori inutile, mais certainement qu'elle se referait d'un point de vue naturel, peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 2000 ans, ça je ne sais pas le dire. En tout cas, on essaie de préserver ce joyau qui est pas très grand en termes de surface. Ici, on est sur une intervention, c'est la première fois qu'on intervient, vu le temps de croissance très long des végétaux dans les tourbières et le cycle de vie d'une tourbière. J'aurais du mal à dire dans combien de temps il faudrait intervenir. Ce qui est sûr, c'est que dans les 30 prochaines années, normalement, on devrait être tranquille du côté de la fermeture du milieu. Ces coupes de bois sont une étape dans un long processus de préservation des tourbières de la réserve naturelle. Avec précaution, d'autres actions de consolidation sont engagées pour maintenir en altitude ces espaces sensibles, témoins d'une nature préservée au fil des siècles. Eh ben, il y a du monde. À tous les coups, c'est la Minute Matos. L'été arrive et toi aussi, cycliste insouciant, tu ne penses déjà plus aux dures journées d'hiver. De toute façon, quand la bise sera venue, Michael Kielman, depuis sa Suède natale, a conçu le PodRide, un vélo électrique couvert qui bénéficie de tout le confort moderne.
En plus d'un centre de gravité extrêmement bas comme tous les vélos couchés, vous bénéficierez d'une ventilation, d'un fauteuil confortable, d'un système d'éclairage de la route, de clignotants, d'un essuie-glace, d'un chauffage et d'un coffre. Le rayon de braquage n'est que de 3 mètres et la maniabilité est particulièrement mise en avant par le concepteur. Encore mieux, vous pouvez encore faire partie des heureux premiers acquéreurs de l'engin à un tarif plus que préférentiel. Le PodRide est en mode financement participatif sur le site Indiegogo. La mise en production est assurée, le quota financier ayant déjà été atteint à 260% au moment où nous écrivons ces lignes. On sera complet en vous disant qu'en été, vous pourrez faire des circuits de dirt. À la Minute Matos, on aime bien et surtout, on attend impatiemment les premiers éléments de tuning et de sonos surdimensionnés dédiés à la bestiole. Nous sommes arrivés ici dans la commune d'Arbusigny avec Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission zones humides pour le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Et on a la chance d'avoir ici un marais, une zone humide. Déjà, en quelques mots, en quoi ça consiste? C'est un terme déjà assez large, assez générique. Qu'est-ce qu'on se considère aujourd'hui comme une zone humide? Une zone humide, en fait, c'est un terrain où il y a de l'eau qui stagne pendant suffisamment longtemps pour qu'il y ait des espèces particulières qui s'y développent. Des espèces strictement liées justement au milieu humide. Alors concrètement aujourd'hui, pourquoi il faut s'intéresser, pourquoi il faut préserver ces zones humides? Quels sont les enjeux? Alors déjà, il y a deux grands intérêts principaux. Le premier c'est l'intérêt biodiversité. Les zones humides, elles abritent vraiment un grand nombre d'espèces intéressantes. Donc ces espèces sont nombreuses et en plus de ça, dans les zones humides, il y a beaucoup d'espèces qui sont rares et protégées. Puis après, il y a un autre intérêt qui est peut-être un peu méconnu, c'est l'intérêt vis-à-vis de la ressource en eau. Les zones humides, elles ont un rôle vis-à-vis de la ressource en eau, un rôle d'épuration, un rôle de gestion de la quantité pour réguler les débits des cours d'eau, etc. Donc elles fonctionnent un peu comme des éponges, hein. C'est l'image qu'on donne souvent sur les zones humides. C'est vrai qu'historiquement, ces dernières années en tout cas, pour beaucoup d'agriculteurs qui étaient en charge de ce territoire, c'était un peu des zones qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas cultivables. Aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça et finalement c'est un tout à chacun de reprendre à sa charge la gestion de ces zones. Beaucoup de ces zones humides, notamment les zones humides qu'on retrouve sur le plateau des Bornes, ont un intérêt fort au niveau de la biodiversité parce qu'elles étaient entretenues par les agriculteurs pendant le XXe siècle jusqu'au dans les années 1970. Elles étaient fauchées tardivement, ils exportaient la matière et ils l'utilisaient matière sèche comme blâche, en paillage pour les vaches. Donc ces zones humides étaient entretenues et c'est ce qui faisait qu'il y avait un intérêt des conditions spécifiques pour certaines espèces faune-flore particulières. Okay. Après, il y a une évolution des pratiques, mécanisation, etc. Donc les marais n'ont plus été intéressants pour ces agriculteurs et donc ils se sont petit à petit boisés, enrichis et donc les milieux se sont modifiés et n'ont plus permis, n'avaient plus les conditions favorables à la présence de certaines espèces protégées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit une zone humide en bonne santé? Alors, une zone humide en bonne santé, ça dépend de la zone humide, ça dépend de plein de critères. Au niveau biodiversité, on va dire qu'une zone humide qui est riche au niveau biodiversité, c'est une zone humide qui est pauvre en nutriments dans le sol. Il y a des espèces qui sont protégées ou en danger? Oui, il y en a plein. Déjà, au niveau flore, il y a une petite orchidée qu'on appelle le Liparis de Lozelle, une autre orchidée qu'on appelle le Dactyloris de Trunksteiner. Des noms un peu barbares, mais voilà, c'est leur nom. L'œillet superbe, peut-être un petit peu plus joli comme nom, l'œillet superbe, un œillet avec des pétales très découpés. Et puis au niveau de la faune, on a vraiment deux têtes d'affiche, on va dire, sur le plateau des Bornes. C'est deux papillons, l'azuré de la sanguisorbe et l'azuré des palus, qui sont des papillons qui sont reconnus d'intérêt européen. Et donc on les retrouve sur ce plateau des Bornes. Dernière petite question, est-ce qu'aujourd'hui il y a des actions qui sont mises en œuvre alors au niveau départemental, au niveau communal pour préserver aujourd'hui toutes ces zones humides et tous les enjeux qui y sont liés? Alors oui, il y a une politique publique incitative pour la gestion des zones humides. Il y a des financements publics qui sont prévus, qui sont présents. Après, il faut qu'il y ait une volonté politique locale. Nous, Conservatoire d'espaces naturels, on essaye d'accompagner les structures, les collectivités pour déjà les sensibiliser. Quand ils sont sensibilisés, qu'ils veulent mener de l'action, on les accompagne techniquement pour qui travaillent sur des actions favorables aux zones humides. Et puis, il y a des aides du conseil départemental, de l'agence de l'eau qui sont là aussi pour accompagner tout ça.
Là, pour exemple, sur le plateau des Bornes, il y a 10 communes qui se sont regroupées pour mener des actions en faveur des zones humides. Ça a été un travail voilà, qui a pris plusieurs années, mais aujourd'hui, voilà, c'est en place. Et voilà, et donc grâce à l'Agence de l'eau, grâce au conseil départemental, on arrive à mettre tout ça en place. Le syndicat mixte du Salève aussi est là pour gérer administrativement tout ça. Donc c'est vraiment une synergie entre différents acteurs qui permet de maintenir le milieu. On travaille aussi avec les acteurs locaux, très importants, les agriculteurs, les chasseurs qui sont là, qui vivent sur ce territoire, qui connaissent mieux, au mieux ce territoire, qui sont aussi impliqués dans les démarches et qui sont acteurs aussi de tout ça. C'est vrai que c'est un projet qui est porté par tous les acteurs locaux du territoire, mais il y a aussi toute la partie sensibilisation au grand public qui est importante et ça se fait de façon très ludique. Oui, alors on organise des sorties sur le terrain pour faire découvrir ces marais au grand public, donc à peu près à partir de 6 ans. On emmène les gens sur les marais. Alors, il y a des milieux qui sont un peu fragiles, on ne va pas aller en groupe sur ce milieu fragile, mais par contre on se met sur un point de vue où on peut voir les papillons, les libellules, les espèces végétales intéressantes, remarquables. Et voilà, on leur explique comment tout ce petit monde fonctionne, interagit, parce que voilà, les papillons, ils vivent sur les plantes, ils se nourrissent de certaines plantes, ils se reproduisent avec grâce à certaines plantes, etc. Et donc tout ce petit monde est interconnecté et on essaie d'expliquer tout ça au grand public pour leur faire comprendre l'intérêt de préserver tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez voir les marais et les zones humides d'une autre façon, se plonger au plus près de la faune et de la flore locale, eh bien, il suffit de contacter Asters au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, ce JT Montagne est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve sur un prochain numéro. À bientôt. Le What the fuck de l'année, c'est dans On a cliqué pour vous. Sierra Blair Coyle, la grimpeuse américaine plus connue pour sa plastique de rêve que pour son palmarès inexistant, nous livre une vidéo en partenariat avec une marque d'aspirateur. Une performance qui ne va pas arranger sa réputation de jolie blonde. Bon, on notera que le building fait ses 140 mètres bien sentis, ça fait tout de même une très grande échelle. C'est bel et bien la fin de l'hiver, la saison du DTT de descente peut commencer. Le P2V Team nous offre cette descente un peu folle de la piste Léger Airline. A la semaine prochaine, comme toujours, prudence en montagne et comme toujours, vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc.